Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Merci d'ailleurs beaucoup aux ateliers de Lyon pour leur production, qui sont pour leur qualité et qui sont connus aussi sur leur impact. Je vous prends exemple sur les travaux qui ont été conduits il n'y a pas si longtemps sur la prise en charge anticipée d'un certain nombre de dispositifs médicaux numériques et sur lesquels les décrets d'application devraient paraître bientôt. Donc, comme l'a expliqué Mme Josserand, moi je suis Raphaël Beaufray, je suis co-responsable d'une entité qui s'appelle la délégation ministérielle au numérique en santé. Alors c'est un peu atypique pour l'administration, mais on exerce ce poste en binôme avec Ella Gargani, qui n'est pas que là avec nous aujourd'hui. Et donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous parler et d'échanger avec vous aujourd'hui sur les questions de santé numérique, donc de e-santé en France. Il y a 4 ans, je refais un peu d'histoire pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de ce qui s'est passé en e-santé depuis 4 ans. C'était un peu le bazar, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pilotage. La France avait beaucoup de retard, il y avait beaucoup d'organismes qui, dans leur pouvoir de nage, construisaient un certain nombre d'infrastructures, de systèmes d'information pour essayer de développer la santé numérique. Et donc il y a 4 ans, il y a eu une décision suite à un rapport qui avait été fait par Dominique Pont et Anne-Laure Coury dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022, et ça a conduit à l'élaboration d'une feuille de route qui a été annoncée en compte par Agnès Buzyn dans une conférence de presse qu'on peut retrouver encore sur YouTube en avril 2019, qui détaillait un plan qui était incarné, vous l'avez peut-être vu, par une maison qui, vous le voyez, qui est restée maintenant notre emblème, et même un peu plus que notre emblème, je vous en dirai un petit peu plus tard. Et donc ça a été une feuille de route qui a été lancée par Agnès Buzyn en avril 2019, et qui a lancé une période de transformation exceptionnelle, où la France a en grande partie rattrapé son retard dans le domaine de la santé numérique, avec beaucoup d'avancées. Alors le document que vous voyez à l'écran, c'est un document de bilan de ces 4 ans qu'on a publié en août dernier. On pourra évidemment vous partager le lien. C'est un document assez synthétique d'une 50aine de pages qui repart évidemment ce qui a été décidé dans le cadre de la feuille de route et qui explique toutes les avancées qui ont eu lieu pendant ces 4 années exceptionnelles. Je vais évidemment pas m'attarder sur toutes les avancées, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, il y a eu la crise Covid, qui n'était évidemment pas prévue en avril 2019, quand Agnès Buzyn faisait le lancement de la feuille de route de la santé numérique, et qui nous a pas mal occupés, parce que ça ne nous a pas échappé, que les outils numériques ont été extrêmement importants pendant la crise du Covid. Vous connaissez le plus connu, peut-être, le pass sanitaire, qu'on enregistrait dans son carnet de l'application Stop Covid, devenue Tous Anti-Covid. Mais derrière, il y a des gros systèmes d'information qui ont été montés, notamment un système d'information CIDEP, qui concentrait les données des laboratoires de biologie médicale en France, pour pouvoir faire le contact tracing, c'est-à-dire dire à des opérateurs téléphoniques qui étaient des personnes nouvellement positives pour pouvoir les appeler et faire le traçage du contact, mais également quelque chose de relativement basique, finalement, quand on pense qu'il n'est pas si évident que ça, s'il n'y a pas de système d'information à l'appui, c'est juste pouvoir dire à un temps donné, dans un territoire donné, quel est le taux d'incidence de l'épidémie, ce qui est quand même assez déterminant quand il s'agit de prendre des décisions de politique publique sur est-ce qu'on ouvre plus ou moins, ou est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on limite un certain nombre de déplacements dans certains territoires. Donc la crise Covid nous a beaucoup aidé parce qu'elle nous a permis d'abord de prendre aussi confiance en nous, une capacité à construire des systèmes d'information très importants dans des délais relativement courts, et elle nous a aussi inspiré en termes de méthode de travail sur un certain nombre de choses qui allaient dessus. Vous verrez dans ce bilan, il y a toute une partie qui est d'ailleurs détaillée sur qu'est-ce qui a été fait pendant cette période Covid-19 qui est très très structurant pour la suite. Ensuite, si on revient plutôt aux éléments de la feuille de route, la feuille de route qui était annoncée, elle était incarnée par ce petit schéma. Alors, je vais d'abord revenir sur certaines valeurs qui étaient au démarrage de cette feuille de route et qu'on retrouve, on va y revenir tout à l'heure, sur le démarrage de la nouvelle feuille de route qu'on est en train de lancer en ce moment. C'est d'abord une conviction que le numérique, c'est pas une toute fin en soi. C'est un petit public pour se faire plaisir et faire du numérique dans le domaine de la santé. On fait du numérique parce que c'est un moyen qui va nous permettre d'améliorer la santé. Et ça, nous, il y a des gens qui ne sont pas complètement convaincus, mais nous, on en est férocement convaincus, et on est beaucoup à l'être, que le numérique peut humblement, il va pas résoudre tous les problèmes, dans un système de santé qui en a bien besoin, qui a beaucoup de difficultés, être un moyen qui peut améliorer beaucoup de choses. Retrouver, on va y revenir, l'historique de santé d'un patient, c'est quand même super important quand on participe à la prise en charge. Quand on est un patient, accéder à ces données de santé, c'est quand même un peu un service public complètement basique, donc on peut parfois s'étonner que ce ne soit pas encore le cas complètement en 2022 en France ou en 2023. Et donc nous, on est vraiment convaincus que le numérique est quelque chose qui peut nous permettre d'améliorer la santé pour les patients et les professionnels auprès de qui on est vraiment au service. Ce n'est pas du tout un délire de technophile, on fait du numérique pour faire du numérique.
La feuille de route précédente, elle avait un slogan qui était rattraper notre retard, mettre un peu d'ordre. Donc il y avait notamment des gros enjeux de gouvernance sur l'idée qu'il fallait qu'il y ait un pilote dans le système qui définisse un peu une urbanisation générale. Et qu'il fallait qu'on rattrape notre retard sur des trucs ultra basiques. On peut se carriériser, de parler d'interopérabilité, de machin, tant qu'on n'a pas un identifiant unique par patient. On n'est pas prêt d'échanger correctement les données entre un hôpital A, un EHPAD B et un médecin de ville C. Ça, c'est clair. Donc déjà, des choses basiques qui manquaient. Alors, on a le numéro de sécurité sociale. Bah oui, le numéro de sécurité sociale, il y avait un problème dans la vie, c'est qu'il était partagé entre plusieurs personnes d'une même famille. C'est quand même pas un super bon démarrage pour être un identifiant unique propre à chaque patient. Donc la feuille de route, elle proposait un cadre pour dire qu'il y a des basiques d'urbanisation en France que tout le monde doit respecter, sur lesquels on doit avancer. C'est notamment l'identité nationale de santé, sur lesquels on a conquis des progrès extraordinaires, et aujourd'hui maintenant, une part significative des acteurs, quand ils référencent des dossiers de santé sur les personnes, c'est obligatoire de référencer avec une identité standard. C'est-à-dire non seulement un numéro partagé par tout le monde, mais aussi la même manière en termes de trait d'identité. Parce qu'avant, il y avait ceux qui utilisaient le premier prénom, le prénom de naissance, le prénom de village. Maintenant, on a standardisé tous ces éléments-là. Et maintenant, quand on partage des données de santé, au moins on le fait sur un patient dont on connaît l'identité. Idem sur les professionnels. Il y a quand même un secteur où c'est dingue, si on veut se dire on cherche un professionnel, il ne faudrait pas se retrouver dans un système où on va d'abord chercher quel annuaire je vais trouver pour trouver le professionnel. Donc on s'est dit que c'était par exemple un des domaines sur lequel c'était intéressant qu'il y ait un service public obligatoire avec un répertoire unique pour tous les professionnels. Et donc on a beaucoup progressé pour faire progressivement disparaître le répertoire qui s'appelait ADI, que certains d'entre vous connaissent, pour vraiment aller sur que le RPPS, qui est vraiment le répertoire des professionnels. Et on en a profité pour standardiser la manière dont les professionnels vont se connecter à des services numériques, avec un système qui s'appelle ProSanté Connect, qui est un peu l'équivalent de que vous connaissez probablement pour votre vie personnelle, pour France Connect, pour un certain nombre de services publics. Donc ça, typiquement, c'est un autre exemple de service socle qu'on avait voulu généraliser. Un des grands axes de cette feuille de route, c'était mon espace santé. Alors je vais d'abord revenir sur un élément de philosophie qui est très très important à comprendre. On a une vision, alors c'est un peu un terme à la mode, qui est de dire on a une vision État-plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que surtout l'État ne doit pas construire tous les systèmes de tout le monde, parce qu'il est très mal outillé pour le faire, parce qu'il va probablement se planter, il n'aura pas les meilleurs designers, les meilleurs développeurs, loin de là, et il ne pourra pas prendre en compte tous les besoins de tout le monde, c'est trop compliqué et c'est pas le bon modèle. Donc on ne veut surtout pas un modèle où l'État, comme ça a été fait d'ailleurs dans certains pays, dit moi je vais développer le logiciel de tout le monde, de l'EHPAD, du médecin de ville, etc. On croit vraiment nous en un système de marché basé sur la concurrence et qu'il y a des éditeurs de systèmes d'information qui proposent des offres de services à ces professionnels qui puissent les acheter. Une concurrence saine qui va les faire innover, et certains marchés malheureusement reviennent d'assez loin en termes de qualité des produits, et certains autres marchés sont en progression, ils sont plutôt bien avancés. Et par contre, le rôle de l'État, c'est de promouvoir le développement, c'est-à-dire d'avoir des actions incitatives pour dire vous n'êtes pas encore numérisé dans votre cabinet, c'est peut-être le moment pour y passer, y compris avec des incitations financières. Et deuxièmement, l'État a un rôle de régulateur, parce que si jamais il n'y a personne pour faire la police en disant attendez, il y a des règles d'interopérabilité, il y a des règles de sécurité élémentaires pour protéger les données des citoyens. Et troisièmement, il y a des règles même d'éthique pour respecter une forme d'éthique dans le numérique au service de nos valeurs en santé. Et bien ça va être un peu le Far West. Et donc l'État il doit être dans un rôle de régulateur en disant il y a des règles, il y a un marché, il y a des règles. Et en plus de ce rôle de régulateur, l'État fait quand même quelques petites exceptions. Par exemple, quand il y a le Covid, l'État s'est dit on a besoin de construire un système national en 3 semaines pour savoir quel était le taux de positivité. Donc là, on se pose la question, c'est l'État qui va construire le système un peu à la va-vite pour permettre d'arriver à faire ça. Et il y a quelques autres domaines sur lesquels on s'est dit qu'il faut que l'État construise le système et soit monopolistique. C'est le cas par exemple des annuaires. Si on avait 150 annuaires, ce serait le bazar. C'est quand même sympathique pour tout le monde, y compris pour les industriels, les professionnels et les patients, qu'on ait un seul annuaire des professionnels avec le répertoire partagé des professionnels de santé. Là, typiquement, c'est un service que l'État fait. Ce qui nous amène à mon espace santé. Ça a été le vaisseau amiral de la feuille de route précédente. C'était un projet fou, puisque vous savez qu'on sortait de 20 ans de difficultés sur ce qu'on a appelé des MP avec différentes situations pour le P. Alors certains font la blague en disant que c'était des dossiers mal partis. En tout cas, on était sur un dossier qui, en 20 ans, n'avait pas réussi à faire ses preuves, puisqu'on était dans une situation où il y avait seulement 10 millions de citoyens qui avaient ouvert leur dossier médical partagé, puisque c'était une démarche qui était proactive d'aller ouvrir son dossier médical partagé. Ce dossier médical partagé n'était pas rempli, pas utilisé, il n'était pas très ergonomique, et donc globalement ça marchait pas. Malgré des tergiversations, des relances, beaucoup d'incitatifs pour y arriver, etc.
Donc, on a vraiment réussi dans le cadre de la récente feuille de route à d'abord se dire oui, c'était une bonne idée stratégique, de se dire il faut que l'État, la puissance publique, construise un carnet de santé électronique national. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée? C'est parce que si l'État ne le fait pas, ça va être une course de vitesse. Ceux qui vont le faire, ça va être des grands GAFA américains qui vont le faire, ou des acteurs privés européens ou français, sur lesquels on ne va pas avoir un contrôle démocratique demain. Et quand on parle de carnet de santé électronique pour tous les citoyens français, on n'a quand même pas envie de jouer avec le feu de je change ma politique d'accès aux données à de conditions générales d'utilisation que je n'ai même pas lu, je vais cliquer sur OK rapidement. Il faut que ce soit vraiment des outils qui soient façonnés dans un système démocratique, avec des finalités, des modes de fonctionnement qui sont même définis pour certains au niveau législatif et beaucoup d'autres au niveau réglementaire. Et vraiment l'idée que la puissance publique prenne la main et construise ce carnet de santé électronique des Français, c'était vraiment des idées très très fortes de cette précédente feuille de route. Quelque chose qui est monopolistique et géré par l'État, mais qui est ouvert sur l'extérieur. Je fais d'abord un petit détour par ça. C'est Mon Espace Santé, c'est doté de ce qu'on appelle le catalogue d'applications, qui est une démarche assez innovante, qui est de dire, certes, c'est l'État qui construit le carnet de santé électronique des citoyens, mais entreprises qui font des services à destination du patient, ça peut être des entreprises qui font des services de prévention, des entreprises qui font des solutions de téléconsultation, elles vont pouvoir aller s'inscrire dans ce qu'on appelle le catalogue, qui est un endroit où les entreprises doivent venir voir l'État et dire si vous montrez les preuves que vous êtes au niveau en termes d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à ce moment-là, l'État vous met un tampon et vous dit déjà, l'État vous a vérifié, la puissance publique vous a vérifié. Donc ça déjà, il y a une première chose, c'est que c'est une publicité en quelque sorte, une promotion pour ces applications qui sont maintenant dans Mon Espace Santé. J'espère qu'on pourra faire peut-être un petit sondage tout à l'heure. D'entre vous qui a déjà été activé ou une première fois visité son espace santé, il y a maintenant un onglet, ça s'appelle catalogue de services, où vous voyez la liste de ces applications qui ont été quelque part tamponnées par l'État. Et ça va même plus loin parce qu'on va ouvrir l'année prochaine quelque chose qui s'appelle les échanges, c'est-à-dire la capacité avec le consentement du patient, pour ces entreprises référencées, d'échanger des données avec Mon Espace Santé. Ça veut dire, par exemple, des données de poids d'une balance connectée à la maison, qu'elle est alimentée automatiquement Mon Espace Santé, ce qui est quand même plus sympathique que tous les jours, toutes les semaines, rentrer sa donnée de poids dans son espace santé, ce qui est quand même assez rébarbatif pour le patient. Et inversement, des entreprises qui ont besoin d'accéder à une donnée de Mon Espace Santé avec le consentement du patient pourront accéder, pour pouvoir fournir des services sans que le patient ne soit obligé lui-même de réuploader quelque part son document. Alors, Mon Espace Santé, en quelques mots, c'est quoi la promesse, c'est quoi la valeur pour les citoyens? C'est d'abord l'idée de retrouver ces données de santé. Ça, c'est quelque part, c'était pour beaucoup de cas, malheureusement, un impensé pratique de la loi Kouchner il y a 20 ans. Le citoyen est destinataire de ces données de santé, et je pense qu'on a tous des exemples autour de soi, à quel point c'est une galère parfois de retrouver ses propres données de santé. C'est déjà la base de la base. Parfois, on a tous l'expérience de quelqu'un qui a demandé à un hôpital d'accéder à son dossier, il n'a pas toujours eu la réponse, ou il l'a eu très longtemps après, puis sur un CD-ROM, c'est pas pratique, etc. Et donc ça, vraiment l'idée déjà que le citoyen est destinataire de ces données de santé, c'est déjà en soi une mini-révolution qui vaut la démarche de Mon Espace Santé. On va revenir juste après sur comment on s'assure que chaque professionnel, avec chacun de ces logiciels, alimente bien Mon Espace Santé. Je vais vous en parler dans un instant. Ça, c'est la première promesse, c'est rendre le patient destinataire de ces données. Ensuite, c'est le boss. Nous, dans nos valeurs, le fait que le patient soit le boss, c'est vraiment, vraiment le cœur de notre stratégie. Et ça, c'est que Mon Espace Santé, c'est un endroit où le patient peut paramétrer ses préférences d'accès sur les données. Donc il peut dire, moi, Mon Espace Santé, vous avez changé la loi maintenant parce qu'on a ouvert ce qui changeait par rapport au DLP. Alors c'était une ouverture, ce qu'on appelle en opt-in, c'est-à-dire au fur et à mesure des ouvertures par un professionnel, un pharmacien ou le patient lui-même. Maintenant, on a changé la dynamique, il y a eu des ouvertures automatiques après information de la personne. Il y a plusieurs courriers qui ont été envoyés chez le citoyen. Vous en avez probablement reçu tous normalement ici dans cette salle, si vous n'aviez pas déjà ouvert votre espace santé. Et donc, il y a une ouverture qui a été automatique, c'est-à-dire qu'on a ouvert par défaut à l'ensemble des citoyens. Mais par contre, on leur a donné la possibilité, ils peuvent le faire à tout moment, soit évidemment en numérique, mais aussi en appelant le 3422, qui est le numéro du support de Mon Espace Santé, ils peuvent s'opposer et décider, moi je ne veux pas de votre histoire, je n'ai pas confiance, la puissance publique, je n'aime pas. On rappelle que ça peut avoir des impacts en termes de prise en charge, on laisse cette possibilité aux citoyens de fermer leur espace santé. Aujourd'hui, on a environ 2% des personnes qui se sont opposées et qui ont décidé de fermer complètement leur espace santé. Ensuite, les personnes, elles aident le boss, non seulement elles sont destinataires de leurs données dans l'espace santé, et surtout, elles ont la capacité de la gestion. C'est-à-dire qu'elles peuvent dire, moi, mon espace santé, je ne veux pas qu'il y ait quelconque professionnel qui y accède. Même en cas d'urgence, je ne veux pas. Je veux que ce soit juste mon carnet de santé à moi. Donc ça, c'est une préférence qui sont paramétrables.
Si je ne veux pas que le professeur Le Chat aille consulter ma dernière lettre de sortie à l'hôpital, je peux pas spécifiquement dire, moi, Raphaël, je ne veux pas que le professeur Le Chat, alors évidemment ça cherche, vous avez compris dans le RTPS, tout à l'heure, le professeur Le Chat veut dire vraiment, en général un accès c'est possible, mais vraiment techniquement je veux m'assurer que lui il n'est vraiment pas un accès. Donc le patient, le destinataire et le boss sur ces données de santé. Ensuite, qu'est-ce que c'est comme promesse pour le citoyen? C'est d'abord un problème de pratique. J'ai paumé mon ordonnance, plutôt qu'aller embêter mon médecin traitant pour en refaire une ordonnance alors qu'elle était entre guillemets encore valable pour une deuxième dispensation de médicaments, je la retrouve dans mon espace santé. C'est quand même plutôt pratique. Je veux gagner du temps à la pharmacie, je peux envoyer depuis la messagerie sécurisée de mon espace santé l'ordonnance vers la pharmacie dans laquelle je vais aller. Ce qui permet au passage au pharmacien soit de commander le produit, soit parfois de préparer les médicaments, ce qui permet de parfois gagner du temps en pharmacie. C'est aussi une promesse parfois de beaucoup de personnes parlent de charge mentale en disant moi je vais faire une mammographie et on me dit mais ce serait bien que vous me rapportiez votre précédent compte rendu de mammographie. Et patatras, une année compte rendu de mammographie dans un carton, j'ai déménagé, je l'ai plus, je sais pas où il est, désolé, c'est l'enfer. Il y a l'idée qu'il y a un endroit où mes données sont stockées, j'ai un coffre-fort sécurisé gratuit, géré par la puissance publique, c'est quand même assez sécurisé. Et enfin, un dernier point qui n'est pas des moindres, c'est l'apport en termes de prise en charge. Vous changez de médecin traitant. Vous n'êtes pas obligé d'arriver avec votre boîte de documents. Le médecin traitant pourra aller regarder les documents les plus pertinents et les rapatrier dans son logiciel de cabinet. Quand vous allez changer de médecin traitant, c'est quand même plutôt sympathique que de devoir retrouver les documents les plus importants, les apporter la première fois. Et deuxièmement, évidemment, c'est un cas qui n'est pas si marginal que ça, malheureusement, c'est que vous êtes pris en charge en urgence. Parfois, le fait de savoir si vous êtes hémophile, allergique à certains produits de santé, ça peut être une question de vie ou de mort, c'est peut-être forcer le trait, donc une question de qualité de la prise en charge assez significative. Donc vraiment, ça a été un des projets phares, et il a été ouvert en janvier 2022. Donc ça, vous voyez là, en espace santé, c'est la version site web, mais sachant que vous avez aussi la version application mobile. Et je pourrais vous faire une petite démonstration si vous le souhaitez tout à l'heure sur mon propre compte. Ça a été ouvert dans les délais, ce qui n'est quand même pas toujours très courant dans les projets d'État. Donc ça a été ouvert en janvier 2022, comme c'était prévu en avril 2019 dans les annonces d'année 2020. Donc ça a été une vraie réussite, même si toutes les fonctionnalités n'étaient pas encore disponibles. Alors ensuite, je fais un petit passage, et après, promis, j'en viens à la feuille de route et on va passer à un certain nombre d'échanges, sur comment ce dossier est alimenté. Parce que, d'abord, évidemment, les citoyens ils peuvent l'alimenter. Il y a des fonctionnalités sur la mobile, vous pouvez prendre une photo d'un document, vous pouvez le typer, le rentrer, etc. Mais ça, c'est sympa, le fardeau porté sur les citoyens. Un malade chronique qui a 150 documents à télécharger, merci quoi. Alors, il y a l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient les applications type balance connectée qui pourront se synchroniser, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais le vrai enjeu, c'est évidemment que les professionnels, libéraux, médico-social, hôpital, alimentent systématiquement les documents. Alors, c'est pas tous les documents. Par exemple, un compte-rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire, bon, ça peut se discuter, mais au moins les documents de synthèse qui sont un peu le résumé d'un épisode de santé. Compte-rendu de biologie médicale, compte-rendu d'imagerie, l'aide de sortie d'un séjour à l'hôpital, ordonnance de prescription de médicaments quand vous avez CGD, etc., etc. Donc ça, on a lancé, et on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a fait justement pendant le Covid, où l'État, face à l'urgence de construire le CIDEB en 3 semaines, s'était dit on ne peut pas faire autrement que de réunir les industriels qui équipent les laboratoires. Il y a 5000 laboratoires en France qui sont sur 900 instances informatiques, donc on devait récupérer très vite les données au niveau national pour pouvoir faire des statistiques de quel était le taux d'incidence du Covid en mai, en juin 2020, au moment où il y avait les déconfinements successifs. Et donc ça, la méthode de travailler directement avec les entreprises, sans oublier les professionnels qui étaient à la table, les représentants des biologistes évidemment, de travailler avec les éditeurs de systèmes d'information, ça a été ça une partie de la révolution que nous a apporté le Covid. On a reproduit cette méthode, on a réussi à obtenir des arbitrages très importants pour favoriser le partage et l'échange des données de santé en France. Ça veut dire concrètement le partage et l'échange de données sécurisées, c'est en gros l'alimentation de mon espace santé, la consultation de mon espace santé par les professionnels, et aussi l'échange, ce qu'on appelle la messagerie sécurisée entre professionnels. Donc il y a 2 types d'architecture, il y a l'architecture très centralisée où on déverse les documents et puis après quelqu'un d'autre vient les consulter, on ne sait pas forcément qui. Et puis une architecture où on sait qui est le médecin traitant, on sait qui est le médecin prescripteur, on lui envoie les résultats, donc ça on lui envoie directement par les messageries sécurisées. Le problème c'est que ça faisait des années qu'on avait conçu tous ces systèmes, mais en fait ils n'étaient pas appliqués sur le terrain. Les logiciels n'avaient pas fait l'effort de développer les modalités d'interrompre les évolutions techniques qui ne sont pas complètement négligeables pour y arriver. Et donc là, on a réussi à obtenir des investissements très forts de l'Europe, donc 2 milliards d'euros d'investissement.
dans le cadre du programme qui s'appelle Ségur numérique, qui était financé par ce qu'on appelle le plan de relance et de résilience européen. Donc 2 milliards qui ont été attribués à la France pour booster la santé numérique. Ces 2 milliards, plutôt que les éparpiller sur 150 000 sujets importants qu'il pouvait y avoir dans le domaine de la santé, on les a concentrés sur un sujet prioritaire qui était l'échange des partages de données de santé. Alors, je vous rassure, on n'a pas terminé de les consommer, ces 2 milliards. Aujourd'hui, c'est des opérations qui sont en cours. Et ils nous servent à 2 choses. Indépendamment de l'obligation réglementaire pour les professionnels d'alimenter mon espace santé, qui existe déjà depuis un certain temps, qui était globalement respectée par personne. On a fait 2 choses. On fait un mix d'incitation financière sur les professionnels et d'incitation sur les éditeurs, qui sont très importantes. Donc les professionnels, c'est des systèmes du type APHP, si vous envoyez pour plus de 80% des séjours, la lettre de sortie de fin de séjour dans mon espace santé, vous toucherez des financements complémentaires. Les éditeurs, on leur a dit, si vous déployez des versions de vos logiciels améliorés qui font l'alimentation dans l'espace santé, qui font la transmission par messagerie sécurisée au correspondant, alors à ce moment-là, l'État va vous verser des fonds. Je résume en disant ces 2 fonctionnalités, mais ça correspond à des cahiers des charges assez longs et assez techniques qui sont tout ça évidemment très transparents, disponibles sur Internet, qui ont été complètement co-conçus avec les professionnels concernés. Donc on a constitué ce qu'on appelle des task force, des groupes de travail, dans lesquels on a travaillé avec certains des professionnels et des éditeurs sur qu'est-ce qu'il fallait mettre dans ces référentiels pour arriver à nos objectifs de partage et d'échange sécurisé. Tout ça nous amène à ça, dont on est super fier, qui est la courbe numéro 1 qu'on regarde. Alors je vous propose de s'arrêter 30 secondes sur cette courbe. Ça, c'est d'abord une page d'un site internet qu'on publie en toute transparence, comme tout ce qu'on fait, et qui est la courbe d'alimentation de mon espace santé. Tout confondu, hôpital, libéral, etc. Vous voyez que si on descend un peu plus dans la page, il y a tout le détail de quel type de document, quel type de géographie, etc. Et vous voyez qu'on est passé, on est actuellement à un rythme, donc ça c'est un rythme annuel. Donc ça veut dire un mois donné, quel est le rythme annuel d'alimentation de mon espace santé. Là, en février 2023, vous voyez qu'on est à un rythme qui a dépassé les 100 millions de documents alimentés dans mon espace santé par an. Ce qui correspond à plus de 1 document par habitant. Alors évidemment, tout le monde n'a pas un problème de santé chaque année, malheureusement, mais il y a certains qui ont malheureusement plusieurs problèmes de santé, ce qui fait qu'en moyenne, malheureusement, on s'attend à avoir plutôt plusieurs documents alimentés par habitant par an dans mon espace santé. On est arrivé à un rythme de 100 millions là en février. On a un objectif à fin d'année 2023, donc dans 10 mois à peu près, d'arriver à 250 millions en rythme annuel de documents alimentés. Donc encore à peu près 2 ou 3 fois là où on est aujourd'hui. Et on a déjà fait x10, même plus de x10, entre x10 et x15, entre l'heure où je vous parle maintenant aujourd'hui et là où on était il y a un an. Grâce notamment au démarrage de ce programme Ségur numérique, dans lequel on a une bataille tambour battant, avec main dans la main avec les éditeurs, main dans la main avec les professionnels de ville, avec les hôpitaux, avec les établissements médico-sociaux qu'on n'oublie pas parce qu'ils sont évidemment complètement inclus dans le parcours de soins. Donc ça, c'est vraiment notre combat numéro 1, c'est mon espace santé. Là, on a publié donc le bilan de cette feuille de route où il y a, vous verrez, plein d'actions sur la formation, on a plein d'actions sur l'accès anticipé aux médicaments dont je n'ai pas parlé, etc., etc. Et actuellement, on est dans une nouvelle démarche à la demande des ministres auxquels on est rattaché, donc le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de l'Autonomie, Jean-Christophe Combe, qui était de proposer une nouvelle feuille de route, parce qu'on avait tiré le bilan d'une feuille de route de 4 ans, en plus il y a un changement de personne, parce que Dominique Pont et Laura Dutourneau qui pilotaient cette feuille de route depuis 4 ans sont partis en juin dernier. Et nous, avec Alain Gardini, on était les premiers recrutés entre guillemets de cette aventure à son démarrage il y a un peu plus de 3 ans. Et on a donc construit un projet de nouvelle feuille de route qu'on a présenté à l'écosystème dans ce qui est quelque part notre assemblée générale qui se réunit régulièrement, qu'on appelle le Conseil du numérique en santé, qui s'est tenu le 14 décembre dernier. On a présenté un projet de nouvelle feuille de route. Et par exemple, cette assemblée générale se reconvoque le 15 juin prochain. On aura l'occasion de faire le point sur les avancées. C'est un petit événement qui est ouvert à patients, entreprises, professionnels. Et d'ailleurs, les gens qui viennent sont extrêmement variés. Ça se passe souvent en salle Larocque, au ministère de la Santé et puis à distance. Et donc, cette nouvelle feuille de route, on a lancé une grande concertation en ligne et on a été dans 18 villes de France au mois de janvier et février pour échanger avec les acteurs du terrain pour discuter de ce projet de feuille de route. Alors, ce projet de feuille de route, il ressemble à ça. Vous voyez sur cette page, il y a une version qui est entre guillemets littéraire, donc c'est un document d'une quinzaine de pages. Et vous avez une version qui est plus un peu PowerPoint, sur laquelle je vais m'arrêter sur 2-3 points, sans promis vous en faire tout le résumé. Alors c'est une feuille de route qui d'abord définit un certain nombre de valeurs, je reviens dessus parce que c'est des points qui sont hyper importants avant de se donner des priorités.
La feuille de route, c'est vraiment ce qui va nous permettre de mettre des priorités, par opposition à un autre document, qui est un peu l'incarnation de manière détaillée de la maison, qui est ce qu'on appelle la doctrine du numérique en santé. Ça, c'est un document qui est très stable et qui définit en gros le système qui marche comme ça, l'identifiant qu'il faut utiliser, c'est l'identifiant national de santé, l'identifiant professionnel qu'il faut utiliser, c'est celui-là, etc. La feuille de route, l'ambition, c'est de dire vraiment où est-ce qu'on va mettre les moyens et les ressources dans les 5 prochaines années. On définit dans l'introduction un certain nombre de valeurs. D'abord, l'humain au centre, humaniste, éthique, ça, c'est vraiment notre boussole, notre point cardinal. Ensuite, les questions de durabilité. On ne peut pas mettre de côté face aux problèmes qu'on connaît. Les questions de durabilité, c'est pas juste de dire oui, coucou, on est green. Hein. Nous, notre enjeu, c'est de passer des paroles aux actes. Hein. Donc, c'est vraiment de faire des choses très concrètement pour faire en sorte que les choses se mettent en place. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple de ce qu'on a réussi à faire dans le cadre de la précédente feuille de route sur le développement durable, c'est qu'on a imposé à toutes les entreprises qui voulaient être référencées dans le santé, donc le catalogue que j'ai évoqué tout à l'heure, d'implémenter ce qu'on appelle un éco-score sur l'impact écologique de leur serveur, de leur site, etc. Et qui publie de manière transparente. C'est quand même une action très forte pour les sensibiliser à ce type de questions. C'est pas le bout des choses, mais c'est déjà une première action à faire. Donc la durabilité, des enjeux sur la souveraineté. Alors, il faut s'y arrêter 2 secondes parce qu'on aura l'occasion d'y revenir pour ceux qui baignent dans le HDS, SecNucLear, EUCS, tous ces joyeux projets. Notre enjeu, avant de parler d'hébergement, c'est d'abord un enjeu plus général de se dire qu'il faut qu'on soit en mesure de faire en sorte que le numérique s'adapte au système de santé qu'on veut. Et on va peut-être changer de système de santé, changer d'orientation dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça, il faut qu'on ait toujours la main. Il ne faut pas qu'on soit enfermé dans des choix parce qu'on s'est lié avec un industriel, avec une technologie X ou Y, on soit complètement embêté. Et si demain on pense qu'il faut complètement changer le parcours de santé en France, ben, c'est compliqué, on a ce système numérique comme ça, on ne peut plus faire comme ça. Et donc vraiment la souveraineté, c'est presque la définition un peu théorique pour nous, c'est pouvoir faire des choix demain. Voilà. Et donc ça passe notamment par des choix, notamment sur les questions d'hébergement, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir un petit peu tout à l'heure. 2 derniers points, c'est dans la méthode. On croit beaucoup à la concertation, on passe à notre vie à faire ça. Il n'y a pas un jour sur le domaine du numérique en santé où il n'y a pas des réunions avec les entreprises, avec les professionnels, avec les patients. Franchement, c'est pas évident. Hein. Par exemple, sur les citoyens, on a lancé une initiative pendant la précédente feuille de route qui est extrêmement intéressante, qui est ce qu'on appelle le lancement d'un comité citoyen. Donc c'est un peu du classique convention citoyenne. Donc on tire au sort des citoyens en révisant les biais et en pouvant éventuellement cibler certaines parties des populations plus spécifiques sur lesquelles on a des enjeux de santé plus forts. Et on les fait venir à Paris pendant 3 week-ends dédommagés, ils réfléchissent à une question, ils rencontrent des experts, et à la fin ils produisent, en toute indépendance, évidemment on n'est pas là à obtenir l'opinion, un avis. Donc ça, on a déjà fait 2 saisons de ça, c'est évidemment des résultats qui sont présentés à l'occasion d'assises citoyennes. Donc on va faire un premier comité citoyen sur mon espace santé, son fonctionnement, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. L'avis est évidemment accessible sur Internet, et 80% pour l'instant des recommandations des citoyens ont été mises en place suite au comité citoyen. Et on vient de terminer un 2e cycle qui était sur la prévention personnalisée, sujet dont je vais vous parler très rapidement. Et notre dernier point un peu de valeur et de méthode, c'est les petits pas. La France a beaucoup perdu dans le domaine numérique à vouloir construire des pyramides, des grands trucs qui ont dit c'est génial, c'est super structuré, c'est super intelligent, mais ça sort dans 10 ans, ou dans 5 ans, et ça sort dans 5 ans, puis c'est décalé, puis machin. Ça fait perdre à tout le monde l'espoir et la confiance dans le système. Donc nous, on est vraiment en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait sans cesse des petits pas, des choses visibles, même si c'est pas génial, même si c'est une maquette. De dire, on a quelque chose de voir, un truc qui permet de montrer que je suis une vie qui n'avance pas. Donc, cette feuille de route, beaucoup d'acteurs nous ont dit votre précédente feuille de route a été trop techno. Vous êtes sur le sujet, là, à rattraper le retard, ou pas très clair, si on avait vraiment du retard dans le numérique. C'est un truc d'expert. Et deuxièmement, votre histoire de l'organisation avec les identifiants nationaux de santé, ProSanté Connect, tout ça c'est très ennuyeux. Nous, on ne veut pas tout ça. Expliquez-nous comment vous allez mettre le numérique au service de la santé. Ça, c'est devenu notre nouveau slogan. Et on a d'ailleurs construit des axes qui sont un peu innovants pour une feuille de route système d'information, qui sont les priorités de santé. Donc on a repris notamment les priorités de la stratégie nationale de santé, qui sont par les priorités politiques fortes. Donc on a un premier axe sur comment le numérique peut aider à la prévention. Deuxième axe sur comment le numérique peut aider à la qualité de la prise en charge, et au passage à redonner du temps aux soignants, un sujet éminemment d'actualité. Un troisième axe sur comment le numérique permet d'améliorer l'accès à la santé, l'accès aux soins. C'est vraiment nos 3 axes. Ensuite, on a un 4e axe qui est un axe sur le cadre qui est nécessaire à tout ça, notamment en termes de cybersécurité, de régulation des entreprises du secteur et de recrutement de professionnels du numérique pour bien travailler dans le secteur de la santé. Promis, je ne vous bassinerai pas avec toutes les actions, mais je vous donne juste un très rapide aperçu de ce projet de feuille de route qui est encore à concertation, et vous pouvez d'ailleurs
participer en envoyant une contribution. Je crois que le SNITEM doit encore nous envoyer, on en parlait tout à l'heure, une contribution. On a reçu déjà plusieurs centaines de contributions. Et on est déjà dans la phase un peu de fin, où vraiment on est en train de travailler toutes les contributions qu'on a reçues après notamment les 18 étapes d'un tour des régions pour améliorer cette feuille de route en vue de son annonce en mai, j'espère, 2023. Donc le premier axe sur la prévention, il est vraiment notamment sur des questions de finir le job qu'on a commencé sur mon espace santé dont je vous parlais tout à l'heure. Finir le job, ça veut dire concrètement que systématiquement, il n'y ait plus un labo de bio, un hôpital, un médecin de ville où vous alliez, où à la fin vous ne receviez pas votre compte rendu dans votre espace santé si vous n'êtes pas opposé à l'existence de mon espace santé. Ça, c'est une bataille, hein, c'est pas simple à faire, c'est un travail colossal. On a plutôt de l'avance par rapport à nos amis européens sur ce sujet, mais je peux vous dire que c'est énorme le travail qui est sous-jacent, et c'est notamment les statistiques dont je parlais tout à l'heure, le 100 millions actuel qui va transformer en 250 millions, on l'espère, à la fin de l'année. Ensuite, on veut dans mon espace santé construire 2-3 couches de services publics. On a toujours dans l'idée de la plateforme que la plus grande innovation, elle viendra probablement de boîtes privées qui vont être inscrites dans le catalogue, et ça c'est super. Et nous, il y a quand même des couches un peu de services publics qu'il faut qu'on construise. Par exemple, aujourd'hui, mon espace santé, ça sert aussi aux enfants, mais mon espace santé, il n'y a pas encore une courbe de croissance, la checklist des examens obligatoires. Et donc progressivement, le carnet de santé papier, même s'il ne va pas disparaître du jour au lendemain, il y a beaucoup de gens qui le perdent. Donc vraiment construire un vrai carnet de santé de l'enfant dans mon espace santé, ça c'est une de nos priorités produits, entre guillemets, de mon espace santé. On a un autre sujet sur mon espace santé, qui est on veut arrêter, vous avez probablement tous déjà été dans une pharmacie, il y avait marqué derrière le petit plexiglas, merci de m'envoyer votre ordonnance si vous ne l'avez pas imprimée à pharmacie75@gmail.com. Ça, quand on réfléchit à tout ça, c'est quand même incroyable. C'est le pharmacien qui incite le patient à vendre ses données à des publicitaires. Conceptuellement, c'est assez fort quand même. Mais le pharmacien n'a pas forcément conscience du truc, parce que parfois quand c'est gratuit, on oublie que c'est gratuit et que c'est vous le produit. Et donc nous, on veut vraiment systématiser notamment l'utilisation de la messagerie sécurisée entre les professionnels, mais aussi entre les professionnels et les citoyens. Ce qu'on a créé avec mon espace santé, c'est une sorte de, je pourrais vous montrer tout à l'heure, un peu comme dans l'interface que vous avez sur des sites bancaires, vous pouvez dialoguer avec votre conseiller bancaire. Ça ressemble à ça, si ce n'est que c'est une messagerie sécurisée et que vous n'avez pas vos données, vos comptes rendus qui transitent sur les serveurs de Google aux États-Unis. Ensuite, on a beaucoup de confusion dans la publication entre Abeille, mon espace santé, santé.fr, on a vraiment des utilisations autour de ça. On a un gros sujet autour de la prévention, c'est le nom de l'axe, où on veut construire de la prévention personnalisée. Ça, je vous incite franchement, je vous enverrai le lien, à aller voir l'avis du comité citoyen dont je parlais tout à l'heure sur la prévention personnalisée dans mon espace santé. Ça veut dire concrètement, c'est quoi? C'est par exemple des choses hyper basiques, qui sont des règles simples du genre à 45 ans, vous avez un rappel d'été polio à faire, bon, ça va. Mais peut-être aller un peu plus loin, c'est-à-dire détecter que vous n'avez pas été chez le dentiste depuis 3 ans, et vous envoyez un message assez intelligent par de sciences comportementales qui vous dit, comme 3 millions de Français, avez-vous été faire votre visite de prévention avec le docteur, le chirurgien dentiste Intel que vous avez été voir la dernière fois, etc. Et donc ça, on a aujourd'hui un cadre, parce que le comité citoyen nous a vraiment dit jusqu'où aller, vers où aller, et donc on est en train de travailler pour intégrer des fonctionnalités de prévention personnalisée dans mon espace santé. On a des gros enjeux sur, je le cite parce que c'est vraiment très très important, dans cet axe 1 sur la fracture numérique. Aujourd'hui, il y a malheureusement des millions de Français qui sont vraiment à la peine avec les outils numériques. D'abord, on n'a pas une vision qui est de dire tout le monde doit forcément utiliser les outils numériques. D'abord, c'est pas une obligation pour tout le monde. Il y a des gens qui ne voudront pas, qui n'y arriveront pas, et ok, c'est pas dramatique. Il faut qu'on garde évidemment une santé qui puisse être adaptée à eux. Peut-être qu'en dégageant du temps, un certain nombre de professionnels pourront être mieux pris en charge. Je vous donne un exemple. Mon espace santé, qui est ouvert par défaut pour les personnes qui ne s'y sont pas opposées, c'est un outil qui, même si vous n'allez jamais vous connecter à mon espace santé, ça peut vous servir. Parce que ça veut dire qu'il y a un endroit où vos documents sont déposés en toute sécurité. Et ce qui fait que quand vous allez voir un nouveau professionnel, même si vous n'avez jamais été vous-même vous saisir de ces outils, ça pourrait être bénéfique, par exemple, si vous changez de médecin traitant et que le médecin traitant pourra accéder à votre historique de santé. Mais néanmoins, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on baisse les bras et qu'on ne se dise pas qu'il faut qu'on aide les personnes, les citoyens, à avancer sur le numérique. Et notamment, il y a beaucoup de médiateurs numériques, donc c'est le job. Donc à nous de les former. Donc on a un objectif de former 10 000 médiateurs numériques en France sur les enjeux du numérique en santé. Et on a tout un réseau dans lequel vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle les ambassadeurs de mon espace santé. J'espère que ça pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous. C'est prendre un engagement d'accompagner 5 personnes autour de vous pour activer, se renseigner à propos de mon espace santé. On a un certain nombre de dispositifs autour de ça.
avec des partenariats avec des associations, des partenariats avec les maisons de France Service. Donc c'est vraiment un domaine qui nous tient vraiment à cœur. Je passe très vite, je m'arrête quand même 2 secondes là-dessus parce que ça concerne peut-être pas mal de personnes dans la salle. Ça, vous connaissez la stratégie d'accélération santé numérique, vous connaissez peut-être David Senati, je crois qu'il était un habitué des ateliers de Gien. L'innovation, c'est vraiment un domaine qui nous tient à cœur. Je sais que Lise, ce matin, vous a présenté un peu l'émission de l'Agence d'innovation en santé. Nous, dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique, on est toujours sur une stratégie qui est de dire qu'il faut qu'on arrive à créer des champions dans le domaine de la santé numérique, des entreprises qui apportent des innovations. Ça s'appelle des entreprises qui, demain, vont être référencées dans mon espace santé, permettent de faire de la prévention personnalisée beaucoup mieux que ce qu'on n'aura jamais réussi à faire dans mon espace santé du point de vue des pouvoirs publics. Et nous, on est vraiment à fond là-dedans. Donc ça, on injecte beaucoup d'argent pour que les bonnes solutions soient créées, avec des tiers-lieux, par exemple, pour co-concevoir entre industriels et utilisateurs finaux. On injecte beaucoup d'argent pour essayer de faire en sorte que les entreprises aient les données pour accéder dont elles ont besoin, par exemple pour développer des algorithmes ou pour valider des algorithmes. On injecte aussi beaucoup d'argent pour accompagner l'évaluation. Je sais que ça me tient évidemment beaucoup à cœur. Donc, c'est un appel à projet qui est quand même très bien doté, qui cofinance des études d'évaluation clinique et économique pour des dispositifs médicaux numériques. On y croit beaucoup et on a beaucoup poussé, vous le savez, pour l'ensemble des dispositifs, notamment la prise en charge anticipée, le remboursement dans le droit commun de la télésurveillance. Donc vraiment, toute cette stratégie, elle va continuer avec des focus particuliers, notamment sur la santé mentale et sur la prévention de la perte d'autonomie, qui sont 2 défis de santé qui sont vraiment énormes et sur lesquels on pense que le numérique et les solutions numériques peuvent apporter beaucoup de solutions. Et puis, essayer de résoudre des problèmes, notamment sur les organismes notifiés. J'accélère un petit peu pour laisser un petit peu de temps en question. On a un deuxième axe sur la qualité de la prise en charge et le fait de redonner du temps aux professionnels. Ça, c'est tout bête, mais accéder à l'historique de santé dans mon espace santé depuis son logiciel métier, c'est quand même quelque chose qui peut complètement changer la donne en termes de la qualité de la prise en charge et bien de temps pour les professionnels. Après, on a beaucoup de chantiers, notamment sur le fait de développer après les messageries instantanées entre professionnels, sur lesquels on a beaucoup de demandes, notamment de construire un système d'interopérabilité entre les messageries instantanées, un peu similaire à celui qu'on a construit pour les messageries sécurisées de santé. Je ne m'attarde pas forcément beaucoup à cette partie, juste pour vous citer la formation, qui est un élément déterminant. Aujourd'hui, vous savez qu'on a franchi le pas de géant, puisqu'on a pour la première fois dans l'histoire, dans le cadre de la précédente feuille de route, défini un référentiel sur les compétences numériques nécessaires en 5 domaines pour les professionnels qui travaillent dans le social, le médico-social et le sanitaire. Ça n'avait jamais été fait avant, c'était hyper important pour vraiment passer des paroles aux actes dans le domaine de la formation des professionnels en santé. Et maintenant, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte qu'en formation initiale, ce soit obligatoire. Il y a, je crois, 28 heures de formation, quelques crédits ECTS. Un professionnel dans le secteur sanitaire, médico-social, social ne pourra pas compter sur le marché du travail sans avoir été formé à la base sur le numérique. Ce sera obligatoire à partir de septembre 2024, donc la rentrée dans un an. Et il y a déjà beaucoup de formations qui se mettent en place dès septembre 2023, avec notamment un gros appel à manifestation d'intérêt, c'est la MICMA, Compétences et Métiers d'avenir, qui finance les instituts de formation, donc des facs, des UCI, des structures qui font de la formation dans le domaine sanitaire, du social et du médico-social. Et on n'oublie pas évidemment la formation continue, parce que malheureusement la formation initiale, ça ne gère pas le stock, entre guillemets. Et pour gérer le stock, malheureusement, on est beaucoup plus tributaire de la volonté du professionnel d'aller se former, mais on est en train de sécuriser avec notamment les 3 organismes, BPC, ANFH et OPCO Santé pour la partie médico-sociale, pour faire en sorte qu'ils intègrent des formations dans leur catalogue, quelque part, de formations continue. Troisième axe, l'accès à la santé. Ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans beaucoup de détails, mais c'est notamment informer le patient bien sur la santé. Ça, il y a dans le monde des fake news, je crois que c'est des statistiques qui sont extrêmement fiables et qui disent que 60% des fake news concernent des sujets de santé. Il faut vraiment qu'on apporte une information fiable aux patients sur le sujet de la santé. Donc nous, on a vraiment un portail qui a vocation à rassembler les contenus qui sont produits, qui sont scientifiquement fiables, qui sont compréhensibles, lisibles. C'est santé.fr pour les redistribuer. C'est l'accès à l'information sur la santé, c'est aussi l'accès à l'information sur l'offre de santé. Où est-ce que je peux trouver un professionnel qui accepte de prendre un patient en médecin traitant versus ce sont des professionnels qui n'en acceptent plus. Où est-ce que je peux trouver un dentiste à côté de chez moi, etc. Donc ça, on est vraiment en train d'améliorer, comme je l'évoquais tout à l'heure, les annuaires et améliorer donc la présentation de l'offre de santé en externe. Autre sujet, la télésanté, qui est exceptionnellement importante. Ça peut nous aider évidemment dans les zones sous-denses, ça peut nous aider sur des parcours de santé particuliers comme, je prends un exemple, la télésurveillance et insuffisance cardiaque, c'est
et les bénéfices médicaux sont vraiment très intéressants. Avec un certain nombre de dispositifs, notamment la prise en charge en droit commun, on va réussir à avancer dans le domaine de la santé. Et par exemple, l'année 2023, on est en train de travailler avec les acteurs sur un référentiel de régulation des sociétés de téléconsultation pour sécuriser que les outils de téléconsultation qui sont utilisés en France, et notamment par les nouvelles sociétés de téléconsultation, sont bien des outils qui sont interopérables, sécurisés et éthiques. Il y a beaucoup de choses sur le service d'accès aux soins et SAMU que je vous épargne aujourd'hui, et peut-être le dernier axe sur le cadre propice. Donc après 3 axes au service de la santé, donc prévention, qualité de la prise en charge, accès à la santé, on propose dans la nouvelle feuille de route un gros axe sur le cadre. Ça, c'est notamment, premièrement, un énorme plan sur la cybersécurité. On a malheureusement énormément de retard, l'actualité nous le rappelle chaque semaine, avec les établissements qui sont piratés, parfois malheureusement des fuites de données de citoyens, qui sont catastrophiques financièrement, en termes de prise en charge dans les hôpitaux, qui sont catastrophiques en termes de confiance par l'ensemble et des professionnels et des patients dans le numérique en santé, alors même qu'on pense que le numérique en santé peut être vraiment des leviers pour améliorer notre système de santé. Et donc il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on attaque le problème de la cyber, notamment dans les établissements sanitaires, mais également les 30 000 établissements médico-sociaux, qu'il ne faut pas oublier, qui sont parfois encore plus démunis sur le sujet. Ça, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais on est en train déjà de sécuriser des basiques, comme le fait que chaque établissement fasse bien des exercices, parce que quand on a fait un exercice cyber, on a les meilleurs réflexes qui font que parfois on peut éviter des choses beaucoup plus graves en déconnectant l'ordinateur ou en déconnectant le réseau beaucoup plus rapidement que ça. Donc ça, on est en train de systématiser par exemple des exercices de crise. Un gros problème, c'est qu'on va avoir sur les ressources. Aujourd'hui, les établissements consacrent environ 1,5% de leur budget hospitalier, un ordre hospitalier, c'est à peu près 110 milliards d'euros, 1,5% en moyenne sur le numérique, en diminution, en valeur relative. Le budget augmente dans sa valeur absolue, et la valeur relative dédiée au numérique dans les établissements, non seulement elle est super basse quand on se compare à d'autres établissements dans d'autres pays, elle est encore plus basse quand on se compare à d'autres industries, et en plus elle est en diminution. À un moment donné, si on n'arrive pas à faire matcher les niveaux de ressources, alors certes, il faut recruter des IAM, des IBOT, parce que sinon les bots ne tournent pas, et c'est la crise à l'hôpital. Mais d'un autre côté, si on ne met pas les ressources nécessaires sur le numérique, notamment des ressources de fonctionnement, y compris sur la cyber et les infrastructures, on ne va pas y arriver. Ça, c'est certain. Donc on a vraiment un enjeu, y compris par des mécanismes de fléchage de crédit, en disant il y a quasiment un forfait numérique, donc il y a des lignes de recettes des établissements préfléchées des éléments pour le numérique, on y arrivera. Donc ça, c'est tout un cadre sur la cyber. Et peut-être avant de conclure, si j'ai cette action 15 dans la feuille de route proposée, qui est sur le rôle de régulation de l'État, des entreprises. Quand on parle des entreprises, c'est un mot qu'on utilise notamment à la tour de certains pour englober à la fois les éditeurs et les fabricants de dispositifs médicaux, qui ont généralement une partie numérique en fait, attachée à leurs dispositifs médicaux. Et ça, l'État doit jouer un rôle de régulateur pour éviter que ça ne soit le Far West et que chacun y aille de sa petite créativité en termes de standards, ou sa non-créativité en termes de sécurité, etc., etc. Et donc, on a tout un programme qui dit essayons de simplifier la vie aux entreprises. Essayons de leur dire type de logiciel, type de DM par type de DM, c'est quoi les 50 règles qui leur sont applicables en termes de sécurité, en termes d'identification du patient, quand on a une petite téléconsultation, on voit bien qu'une des exigences, ça va être d'alimenter avec l'ordonnance mon espace santé, on est cohérent avec tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc ça, c'est quoi la liste des 50 exigences par type de logiciel. Donc une fois qu'on aura bien défini ça, on ne va pas le faire en 10 minutes, parce que ça fait beaucoup de travail, et puis on va le faire évidemment en concertation avec les entreprises et les professionnels. Ensuite, notre enjeu, c'est d'accompagner, d'inciter pour que les entreprises elles respectent bien. C'est un peu ce qu'on est déjà en train de faire dans le cadre du Ségur numérique, quand on dit qu'on met de l'argent sur la table pour être conforme à un cahier des charges pour alimenter mon espace santé, et alimenter par la messagerie, c'est un peu le même concept. Mais ça, on est en train de presque parler de la généralisation du Ségur numérique. Et depuis le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2023, on a aussi, indépendamment des incitations, il y a aussi par une forme de menace, et s'il y a des entreprises qui se mettent durablement en marge de certaines règles élémentaires, eh bien, il y a des processus de signalement où les professionnels peuvent signaler des dérives et la puissance publique, après les audits, peut prendre des sanctions financières à l'encontre des entreprises qui ne sont pas compliant, entre guillemets, avec certaines règles élémentaires. Et deux derniers points, un point évidemment sur les talents, je ne vous dis pas ça, mais si on n'a pas des bonnes personnes pour travailler dans le numérique, on a tout un enjeu, parce que les salaires chez Google, c'est plus élevé qu'à l'hôpital, vous en avez bien conscience. Il y a un enjeu, d'abord, de faire en sorte que les salaires des gens qui sont numériques à l'hôpital soient quand même un peu moins en décalage avec le marché.
Et Dezio, on explique que c'est intéressant de venir travailler dans la santé. D'abord qu'il y a des offres disponibles, parce que les gens ne savent pas toujours. Deuxièmement, ça a du sens. On est un Jedi, on se lève le matin dans la glace en disant c'est quand même pour le bien commun. On ne fait pas de la pub dans certaines entreprises. Et troisièmement, il y a parfois des défis technologiques qui sont intéressants. Voilà, des choses qu'on... Par exemple, je ne vous ai pas parlé de tous les projets qu'on avait sur le partage des images. Il y a des choses qui sont assez rigolotes sur comment, plutôt que de déménager toutes les images de France dans l'espace santé, ce qui est absolument pas possible en termes de taille, en fait, comment est-ce qu'on peut accéder à des images qui sont encore stockées dans un PACS local, tout en gardant un index dans mon espace santé. Ça, c'est des choses qui sont techniquement entre guillemets très riches. Et puis le dernier point, parce que je sais qu'il est très apprécié ici, nous, au risque de vous décevoir, c'est pas un sujet dont on s'occupe, c'est beaucoup plus l'adresse et la plateforme des données de santé qui s'en occupe, mais on est convaincu que l'ensemble de tout ce que je vous ai présenté, ça concerne les données primaires. Donc, c'est vraiment l'échange et le partage de données généralement nominatives, pour la prise en charge, le suivi, etc. Et il faut commencer par ça, parce que c'est quand même ça qui a des effets immédiats sur la prise en charge des patients. La réutilisation de toutes ces données pour la recherche, pour l'innovation. Par exemple, moi, ça me ferait vraiment beaucoup marrer que les phases 4 de médicaments, on sache que les médicaments, il y en a certains qui sont remboursés un prix trop élevé par rapport à ce qu'ils devraient être. Inversement, peut-être certains brevets doivent être prolongés dans le temps parce qu'on découvre que certains médicaments marchent sur d'autres pathologies. Est-ce qu'on peut développer des algorithmes d'intelligence artificielle d'aide à la décision pour les médecins? Ça, c'est évidemment très intéressant. Est-ce qu'on peut les valider? Donc tout ça, c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie de monétisation secondaire, qui est en France pilotée par l'adresse, c'est la plateforme de données de santé. C'est quand même un sujet dont on s'occupe un petit peu, parce qu'il y a des enjeux d'interopérabilité, notamment dans l'articulation des entrepôts de données de santé entre des entrepôts, dans les CHU par exemple, au niveau national avec la plateforme de données de santé, et tout ce qui est en train de se construire au niveau européen. Je ne vais pas parler de l'Europe, et j'en ai un tout petit mot avant de conclure. L'Europe, c'est un espace de 500 millions de personnes, alors que nous on est 70. Si on veut construire une voie entre les Chinois et les Américains, évidemment il va falloir qu'on travaille avec l'Union européenne, c'est pas au niveau français qu'on va réussir à faire ça. Et demain, comme marché unique, les entreprises, les innovations, si elles vont devoir aller faire 28 études pour satisfaire 28 HLS différentes pour mettre leurs produits en remboursement, évidemment ça ne va pas marcher et les patients ils vont prendre du temps. Il faut qu'on travaille à l'harmonisation des études et des grilles d'évaluation de ces études au niveau des différentes HLS européennes. Et donc sur les entrepôts, comme ça existe sur la partie d'ailleurs primaire, il y a un projet de réseau d'entrepôts, et tout ça c'est d'ailleurs dans le cadre de la négociation d'un règlement européen super important qui s'appelle EHDS, l'Espace européen des données de santé, sur lequel les négociations sont en cours et nous y passons beaucoup de temps parce que c'est vraiment le RGPD x10 en ce qui concerne notre secteur du numérique en santé. Désolé, j'ai été trop lent, je m'arrête ici, je vous laisse la parole si vous avez des... Thank you.